Donc bienvenue à tous et Anne-Marie prend la direction des opérations. Surtout bienvenue à tous et merci à Jacques Repussard d'être là sur une question qui nous engage tous, parce qu'on voit vraiment que dans ce qui est à la fois la lutte contre la pandémie mais la lutte contre ces fameuses grandes crises de catastrophes lentes, c'est l'action de tous acteurs, donc à la fois individuelle, société civile que professionnelle et globalement importante. Voilà, alors je vous rappelle, mais vous le savez, que surtout quand on fait des envois en nombre, c'est-à-dire quand c'est moi qui les signe à M2L, en règle générale les trucs vous arrivent, mais quand c'est envoyé en nombre, et notamment par exemple pour la lettre, ou bien pour les invitations, ou les liens pour les manifestations ouvertes, comme par exemple celle de demain, vous risquez de ne pas recevoir ces invitations, donc au mieux ça tombe dans les boîtes à spam, et au pire si les serveurs sont très occupés, ce qui arrive souvent, c'est complètement supprimé, et donc il est nécessaire de faire cette fameuse manip, là c'est Outlook, et là-dedans, dans vos messageries, et qui est dans l'onglet accueil, de bien prendre la troisième colonne, donc celle qui est ici, et de mettre soit ne jamais bloquer l'expéditeur quand c'est les envois de CES-AT, ou soit ne jamais bloquer le domaine de l'expéditeur. On a régulièrement, alors vous peut-être pas trop, sauf si vous vous connectez d'un autre poste, mais on a régulièrement des gens qui nous disent mais on ne reçoit pas les trucs, et pour cause, je veux dire globalement c'est pour ça. Voilà, donc ça c'était ce petit rappel. L'autre chose qu'on vous disait aussi dans le mail général d'invitation et de lien de connexion, c'est que vous avez dans l'espace membre du cercle, et j'allais dire comme d'habitude, à la fois j'ai la liste des participants, le déroulé ANCO, et puis aussi donc les documents spécifiquement de la réunion, et donc là aujourd'hui on va voir ce qui concerne notamment et l'ANI et puis le document de Jacques Repussard qu'on verra. Voilà, donc ça c'était le rappel liminaire, et donc voilà, je vous réaffiche la photo. Grand merci à Jacques donc globalement d'être là. Donc comme vous savez, après ses responsabilités donc à la direction générale de l'IRSN, il est maintenant conseiller expert crise et sûreté nucléaire auprès de l'AIEA et président d'honneur du cercle entreprise et santé. Vous savez, donc on a déjà eu certains l'avaient entendu en direct, je dirais, et là c'était à la Défense il y a un peu plus d'un an et demi, où on avait fait un premier débrief d'ailleurs sur ce qu'étaient les attitudes et les dynamiques vis-à-vis des crises, et puis là l'événement de lancement, c'était globalement début octobre, où on a eu donc cette conférence qui était ouverte, et là encore une fois avec l'appui de l'ESSEC et donc de la chaire changement et innovation managériale, pour lancer cette réflexion sur les crises qui durent, et les attitudes notamment par rapport avec le Covid. Alors on aura aussi, je pense qu'ils vont arriver un petit peu plus tard pour l'intervention officielle de Jacques qui se démarra vers un peu avant 11h, deux éclairages. Donc Jean-Yves Auger, là aussi vous vous en souvenez sans doute, puisque c'était d'ailleurs presque c'était la seconde réunion en distanciel qu'on a tenue, et son intervention était justement en matière de crise et par rapport à la crise du Covid, la préparation de Renault à la sortie du confinement. Il était intervenu avec Guillemette et Guillemette Latcha là-dessus. On aura aussi Arnaud Poupard. Alors je ne sais pas si Pierre Tolona est d'ores et déjà là, mais je pense que vous vous souvenez, Arnaud était conseiller sécurité à la PHP quand il est intervenu au cercle, là aussi sur ces questions de crise, mais plutôt sous l'aspect violence, c'est-à-dire la plutôt crise immédiate il y a un petit peu plus d'un an, et je lui ai demandé là aussi, puisque notre sujet d'aujourd'hui c'est quelque part préparation à la crise et comment les organisations peuvent s'y préparer, d'être là, et donc on le remercie lui aussi d'être là. Voilà. Donc notre thème, résilience, crise et la façon dont les anticiper et autres. Et puis on va démarrer, si vous voulez bien, là, ce début de cette première partie de réunion par notre point d'actualité à la fois sur nos prochains programmes cercles qui s'intensifient, et puis surtout
sur l'ANI. Donc vous vous souvenez, l'accord national interprofessionnel qui s'appelle prévention et santé au travail a été proposé, j'allais dire finalisé le 9 ou 10 décembre, et proposé à la signature avec, là maintenant je crois, une plus que majorité des partenaires sociaux, et notamment des partenaires syndicaux de salariés ayant signé, je crois, hormis la CGT. Et le fait majeur dont on aura aussi, dont on aura parlé avec vous, et aussi avoir vos échos là, c'est la transposition que notre ministre maîtresse du Travail et autres qualifie d'une grande première en, non pas projet de loi, mais proposition de loi parlementaire avec ce que ça peut susciter là-dessus. Et puis sur les infos et rapports, on n'ira pas très loin là-dessus, vous le trouverez dans votre espace cercle là. Première information, si vous voulez, bien sûr, notre programme de ce premier trimestre, en fait de ce premier quadrimestre, sur les 3 réunions qui vont suivre, donc je rappelle toujours en règle générale, c'est le 2e mercredi du mois, sauf cas de vacances scolaires ou autres, auquel cas ça passe, on passe plutôt au 1er. La prochaine sera le mercredi 10 février, donc on s'était dit qu'on fera quelque chose en optique internationale et sur les pratiques et politiques de santé-travail à l'international, en exemple et en échange interne avec ceux de nos membres qui sont plutôt sur l'international, donc Mariana, docteur Mariana, je ne sais pas si elle est là, Mariana donc, mènera la danse de ce côté-là pour Orange, et puis donc Christine, Simon, Gérald Cauchy des Ramel, Philippe Casanova, alors lui est à distance, donc ça le fait un peu lever à 4h du matin, mais il m'avait dit ok de principe, et voilà, donc l'idée c'est regarder plutôt l'international. Ça c'est le 10 février. En mars, on continuera sur ces questions en gros toujours de management, si ce n'est de crise, du moins dans des situations d'urgence. Et on a demandé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il est intervenu dans la question des violences, en gros d'anticipation des violences, et particulièrement des violences dans les établissements de santé. C'est Christophe Choquet, donc le pilote de l'unité fonctionnelle urgence de l'hôpital Bichat, et ce qu'il nous avait exposé là, donc c'était en un quart d'heure, et je pense que ça mérite vraiment plus parce que c'est vraiment très exemplaire. C'est en fait une réorganisation et une refonte assez complète du système des urgences de l'hôpital pour faire face à, si on peut dire, un système qui est un système de crise permanente. Et donc, Christophe a bien voulu venir. On sera encore, à chaque fois, on pensait qu'on ne serait plus dans la crise Covid, mais on est quand même face à une crise qui dure et qui n'est pas finie de durer. Ça, c'est pour le mois de mars. En avril et autour de ce que sont à la fois nos préoccupations de data et puis de ce qu'on voit, entend, comme dirait l'autre, tous les jours là-dessus, et qui est accru par le fait, je dirais pour toutes activités accrues par le fait du télétravail, des fonctionnements distants et autres, et qu'il est encore plus parce que, avec l'activité, je dirais, intense des établissements de soins, c'est la question des data et de la cybersécurité, des vigilances dans l'organisation et le suivi des data, donc qui deviennent, je dirais, quasiment maintenant absolument essentiels dans la constitution, si on peut dire, du capital des structures. Et donc, là, une fois n'est pas coutume, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu, il y a 3 ans ou un peu plus, l'intervention d'Alain Juillet sur ces questions-là. L'idée étant encore une fois d'avoir... c'est pas l'idée, c'est le fait étant que la vigilance d'une façon générale en matière de sécurité sur ce que sont les sécurités, j'allais dire physiques et autres, elle doit être et elle a intérêt à être la même en matière immatérielle et donc en matière d'attitude par rapport aux données. Et donc on va faire appel là à un garçon qui s'appelle Valérie Emmanuel Gosserez et qui a, une fois n'est pas coutume, c'est une structure de conseil internationale qui est à la fois intelligence économique et cybersécurité, qui s'appelle Corexalis, et ce qui nous a amené à le choisir, c'est aussi qu'il a Alain Juillet comme parrain de cette structure. Et donc là,
question, je veux dire, qui est vraiment importante. Et puis les autres donc, sont en cours de programmation, on le verra tout à l'heure un petit peu plus loin. Alors, eh ben, on salue Christine Louis-Simon qui est arrivée, Patricia Maladry, merci Patricia, CR, alors je ne sais pas qui est CR, ensuite je n'arrive pas à descendre, si c'est bon. Et en appelant 01. Et Lionel est là, Philippe avait est là, ah ben voilà. Ben bonjour à tous et puis plein de vœux, je crois que c'est le moment jamais qu'on demande au Dieu de les exaucer. Je ne sais pas s'ils seront sourds, mais voilà, c'est très nécessaire. Alors, je vous propose qu'on fasse maintenant un point sur notre actualité à nous et nos actions. Et donc, la première chose, pardon de faire un peu d'autosatisfaction, mais c'est vrai qu'on est content, alors qu'on est quand même totalement minusculaire, de voir que notre audience continue de croître. Et donc là, c'est vrai que c'est beaucoup depuis le confinement et depuis juin. Donc, ce qui est à la fois l'audience du cercle, l'audience du site, où on est, je dirais là, on est encore à plus de 4000 cette semaine là, de visiteurs uniques qui lisent en moyenne 4 pages ou un peu plus par truc, et donc on a plus de 150 000 pages lues par an. Je dirais que, pardon de faire d'autosatisfaction, mais c'est vrai que ça conforte ce que la stratégie qui est la nôtre. Je dirais qu'une stratégie internet, c'est toujours une stratégie de contenu, particulièrement, je dirais, quand on n'a rien à vendre, mais même quand on a des choses globalement à vendre, et avec optique nouvelle, innovation, et puis bien sûr la vidéo est aussi pour beaucoup là-dessus. Donc, bien sûr l'audience, mais en fait, comme dirait l'autre, il faut qu'on continue. Et puis sur les manifestations rayonnement, alors là aussi, c'est vrai que le présentiel, c'est bien et c'était bien, et dès qu'on pourra, on reprendra, mais je pense que maintenant le mix, l'hybride, la formule hybride ou la formule que distancielle marche bien. Je veux dire, par exemple, demain on a le truc, alors on est un peu harassé, mais demain on a le truc sur les lanceurs d'alerte, sur lequel donc était déporté depuis un an, en fait, puisqu'il était programmé là depuis un an. Pardon, je regarde, c'est Patricia qui nous fait beaucoup, ça c'est sympa. Voilà. Et donc, non, c'est pas ça que je veux voir, c'est ça. Et on a, encore une fois, manifestation d'intérêt. Donc tous les inscrits, bien sûr, ne viennent pas, mais tous veulent à la fois le replay en vidéo et les documents. Et on a 180, pas loin d'inscrits. Ce qui, pour ce sujet, pour un truc qu'on a lancé finalement il y a 10 jours, je veux dire, les invitations, c'est quand même pas mal. Donc, c'était mon petit couplet de contentement, excusez-moi. Donc, les prochains trucs, donc on a demain, toujours avec, et on remercie donc à la fois Jean-Marie Verretti et David Autissier, l'appui de l'ESSEC, la chaire, les deux chaires, changement et innovation managériale, notre truc sur les lanceurs d'alerte. En interne aux organisations, alors c'est vrai que sur les externes, sur les lanceurs d'alerte au global, je dirais qu'on a tous en tête, à la fois le type qui avait lancé le premier, la procédure d'impeachment pour Trump, mais aussi globalement sur d'autres choses. Et donc, on a là, et on a essayé d'équilibrer les intervenants avec d'un côté des visions entreprises avec ceux qui avancent de ce côté-là, donc à la fois au global, c'est Aurélie de la Vessière, donc pour Essilor International, qui est en train de grossir de façon très importante, avec la mise en place internationale du dispositif. Et puis elle nous parlera aussi d'une chose qui est importante, qui sont les investigateurs, parce qu'on parle beaucoup, et donc la directive qu'on doit avoir, et qui va changer les choses, qui doit changer les choses en France cette année, elle est bien sûr européenne et internationale, mais elle change beaucoup de choses, et donc ce qu'il va falloir regarder, c'est qu'est-ce qui fait basculer les choses. Et donc là, je dirais que Essilor et Aurélie particulièrement a vraiment une longueur d'avance de ce côté-là, et ce qu'elle nous disait, rappelez-vous, c'était il y a un peu plus d'un an, là, c'est que non seulement c'est les lanceurs d'alerte eux-mêmes qui appellent une protection, mais c'est aussi les investigateurs pour que, je dirais, les investigations, qu'elles soient, nous dira externalisées ou internalisées, puissent avoir les garanties de, disons, sérénité, on ne sait pas, mais au moins d'objectivité maximale. Et donc là, deux optiques d'entreprise sur le système global, l'exemple d'Essilor, plus particulièrement Thomas est là et Xavier sera là, lui, demain soir, donc Xavier Fraser, c'est l'exemple de France Télévisions, cette fois-ci sur une partie qui est plus RH et harcèlement, et donc sur les dispositifs qui ont été mis en place au sein de France Télévisions. Et puis, par ailleurs, l'optique aussi, qui est l'optique à la fois Europe
si on peut dire, et syndicale, avec Franca Salis-Madinier, qui est l'expert de ces questions, qui est initialement France Télécom d'ailleurs, l'expert de ces questions au niveau européen et qui a, je dirais, beaucoup œuvré aussi pour la préparation du rapport préliminaire à la directive européenne et à son adoption, et donc là qui nous fera part donc, de ce qui nous attend globalement avec cette transposition, et puis aussi l'optique de la maison des lanceurs d'alerte qui a été lancée avec des initiatives syndicales récemment. Autre chose aussi à regarder, ce qui est le point de vue d'une, en l'occurrence, administratrice salariée là-dessus, qui est en charge des questions de RSE, c'est Marie-Christine Lebert, qui, au sein de l'Institut français des administrateurs, préside la commission administrateurs salariés. Là aussi, on essaye de regarder ce qui est préfigurant là-dessus. Et je veux dire qu'avec votre président, on a été presque un peu étonné agréablement, bien sûr, par le succès de cette manifestation, et on aura là donc aussi en présence, je les ai toujours tous eus au fil, des représentants donc à la fois qui sont beaucoup sur l'éthique et la compliance, de la fameuse commission nationale de déontologie et d'alerte, dont, pardon, j'ignorais absolument l'existence jusqu'il y a encore 3 semaines, je suis désolé, et qui, je crois qu'il est logé au ministère de l'écologie, enfin de la transition écologique et autres, et qui a aussi vocation de recueillir et de traiter et de voir comment les choses peuvent être traitées. Donc on aura là à la fois en bout de ligne, mais on leur donnera quand même quelques minutes, le président et la vice-présidente, qui est aussi vice-présidente du Conseil économique et social, environnemental et autres là-dessus. Voilà, donc ça, c'était celui-là. Le suivant, alors en ce moment c'est un peu galop serré, hein, c'est le 21 janvier, toujours avec les sacs. Là aussi, c'était prévu depuis un petit moment, on pensait le faire en présentiel avec une table ronde tout à fait classique, et donc là ça sera une table ronde en boîte, si on peut dire, mais partiellement captée chez nous sur la question du besoin de data. Et donc là aussi, on a une accélération, alors bien sûr qui est due à la crise Covid et au fait que tout un chacun se rend compte à la fois qu'on a besoin de données, mais en même temps on a besoin du comportement et de l'engagement et de la responsabilité de chacun. Et donc, sur ces questions-là, en regardant un peu en avant sur ce que sont les possibilités, puis on voit aussi qu'on est vraiment engagé sur un One Health, c'est-à-dire parce qu'on travaille au sein depuis un bout de temps, c'est santé-travail, mais qui maintenant est complété sur santé globale. Et voilà, donc ça c'est jeudi prochain, jeudi 21, et avec 2 temps. D'une part, un premier temps d'exemple sur ce que sont les possibilités, je dirais proche, et là c'est un intervenant de Gustave Roussy, qui je ne tiens par ailleurs, un intervenant de Gustave Roussy qui sera là, Valérie Lassonnière que vous connaissez, pour ceux qui ont suivi nos travaux en juillet, et donc elle travaille sur le jumeau numérique médical et donc les applications en santé prédictive. Et la question que je lui posais, c'est santé prédictive, super, quand est-ce qu'on pourra faire des trucs sur la santé travail prédictive, voilà. Et puis Pierre-Antoine Gouraud, mis à part, il était très fier et très content, alors il y a de quoi d'ailleurs. Il vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur, et c'est sans doute le plus jeune puisqu'il a 40 ans tout juste, et donc lui il a fait une grande partie de sa carrière à Berkeley, je crois. Et il a été chassé, disant les choses, par son origine, puisqu'il est, je crois qu'il est nantais ou d'Angers, enfin bref, du coin, des Pays-de-Loire, par le CHU de Nantes pour en fait diriger en prospective ce qu'il appelle la clinique de données, et à partir des données de monter tout un ensemble de choses. Donc, bien plus que c'est un garçon fort sympathique, on est très content globalement de l'avoir. Donc ça, une première partie centrée sur les exemples, une deuxième partie centrée sur les questions de gouvernance, avec, si je peux me permettre, elle est au milieu, Stéphanie Combe, que vous connaissez, donc qui est la courageuse directrice, parce que Dieu sait si toutes ces questions en ce moment sont aussi politiquement pas très évidentes, du S-Data Hub, pour regarder encore une fois ce qu'il est nécessaire de faire et sur quoi il est nécessaire de s'engager, avec comparaison internationale. Et donc là c'est Francesca Colombo et la patronne, si on peut dire, de la division santé de l'OCDE, et avec toujours le regard
partenaires sociaux, en l'occurrence CFDT Cadre, de Jérôme Chemin, que vous connaissez aussi. Donc voilà, merci à vous si vous pouvez y venir, parce qu'on a eu deux faits accélérateurs. Bien sûr, il y a la crise sanitaire actuelle, mais l'autre fait aussi, et c'est avec le lien avec ce qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est la proposition de loi qui théoriquement devrait venir à analyse à la fin février sur la réforme, donc prévention et santé au travail, et qui, sur ce que nous on avait un peu l'impression de créer dans le désert depuis 2 ans, sur le rapprochement entre le dossier médical personnel et le dossier médical santé-travail, est en train de l'inscrire dans la loi. Donc il y a vraiment motivation là maintenant à ce que les employeurs qui par ailleurs vont être tenus à basculer toutes les données santé-travail de leurs salariés finalement, et peut-être aussi sous-traitants du dossier médical en santé-travail ou autre, puissent s'impliquer. Donc l'idée, c'est un peu d'ouvrir le débat, plus que le débat, mais la sensibilisation là-dessus, et de voir ce qu'on pourra faire ensuite. Voilà. Alors ça, c'est en gros l'invitation que vous devez être en train de recevoir en ce moment, et merci si vous pouvez venir. Donc là, c'est le jeudi, mais c'est l'après-midi, c'est 17h, c'est 15h pardon, à 17h, 17h30 sur ces questions-là. Alors sur nos programmes, Jacques, ce qui est à la fois interne pour nous, là je parle sous la responsabilité de mon cher président, ce qui est à la fois interne pour nous, donc je vous les ai rappelés là-haut, là c'est dans le petit carré tout à fait lisible, c'est ce que la séquence des thèmes, donc, qui sont à la fois sur des exemples sur Alsace Grand Texte, entre santé travail et santé publique, sur ce qui peut se passer aussi en Suisse, puisque de ce côté-là, ils ont des choses tout à fait importantes. Donc voilà la liste de ce qu'on peut faire. Et il est clair que sur la partie, par exemple, qui est la deuxième ligne sur la responsabilité sociétale en action, qui est notre truc, hein, sur ce qu'on fait en rayonnement, les choses vont être de plus en plus appelées sur santé, travail, environnement, santé, travail et santé, environnement, avec là aussi une responsabilité d'un certain côté croissante des entreprises. Donc on a toujours en train, moi, c'est une autre de mes obsessions, qui est le fameux exposo, hein, qui est avec à la fois les programmes européens, puis il y a quelques programmes en France, donc lancés sur l'impact de tout ce que sont les facteurs environnementaux, les facteurs externes, et notamment les facteurs au travail, de la vie au travail, qui peuvent influer sur la santé travail. Voilà. Donc ça, il faudra qu'on regarde ça. L'autre chose qui est aussi importante et qui va nous être en lien avec notre sujet de tout à l'heure, c'est les coopérations sur les territoires. Et c'est clair que on voit que c'est l'impulsion que veulent donner notamment les présidents de région, mais aussi les présidents de collectivités territoriales ou tout partenaires. Et on voit bien aussi que la tendance d'entreprise à mission, elle va en gros dans ce sens-là. Là aussi, pour ceux qui d'entre vous étaient présents, on en dira 2 mots tout à l'heure sur le 10 décembre, sur notre truc résilience Covid au plus près du terrain. On avait là donc la vice-présidente de l'AMF, de l'Association des maires de France, qui va beaucoup dans ce sens-là. Et donc on souhaite pouvoir développer à la fois avec l'AMF et avec des entreprises, avec vous, ces types de coopérations qui sont clairement appelés de plus en plus. Dans les autres sujets aussi, toujours, alors là aussi qui va être aussi inclus de façon assez forte dans le projet de réforme santé travail, c'est la question de l'insertion et de l'inclusion, avec toujours nos obsessions, enfin en tout cas les miennes, sur la question des maladies chroniques qui trouvent tous quand même de plus en plus de salariés en activité. Rappelez-vous ce qu'on a vu en décembre, et merci à lui avec le Dr Alain Toledano, donc là cette fois-ci globalement sur le cancer, et un truc qu'on voudrait faire, alors Frédéric va un petit peu pas être là maintenant, mais moi c'est aussi un de mes trucs, c'est de regarder l'expérience, si on peut dire, des patients salariés, c'est-à-dire des malades chroniques salariés, de regarder ce qu'on pourrait développer là-dessus. Donc là, il y a des choses qui sont en cours là-dessus. À regarder aussi les nouvelles formes de travail, avec les nouvelles formes aussi de contrats autour du travail, hein, ce qui était la tendance du travail plateformisé ou autre, qui était
très inquiétant, enfin bref, qui inquiétait beaucoup, là maintenant c'est compris il y a 2 ans et maintenant rentré dans les mœurs, et puis d'autres types de modèles de fonctionnement en matière de santé de travail, donc celui de l'international qu'on verra bien sûr la fois prochaine, mais aussi peut-être plus précisément la Suisse, ou bien en France, l'Est de la France. Voilà notre menu. Et puis, juste 2 mots sur ce qu'on verra tout à l'heure sur résilience crise et résilience Covid. Encore une fois, on est vraiment sur les deux, puisque l'exemple qu'avait donné, qu'avait traité Jacques Repussard, donc à la fois l'an dernier et puis là en octobre, c'était celui d'une crise majeure qui touche tous acteurs, y compris les acteurs, en premier chef les acteurs économiques. Et donc, je vous ai mis un peu les 2 logos de nos 2 activités. Celle en club membre où nous, je dirais qu'on prépare le fond, on travaille de fond, et puis celle qui est sur la sensibilisation, donc avec nos partenaires, et particulièrement maintenant avec la diffusion distancielle qui globalement est possible pour aider à cette responsabilisation, à cet empowerment, puisqu'encore une fois c'est là des gens. Voilà. Et donc de ce côté-là, je rappelle que tout le programme qu'on a entrepris, c'est de contribuer vraiment à éclairer, voire à aider, et c'est ce pourquoi on a besoin de vous aujourd'hui, parce que les entreprises ont vraiment un rôle à faire, à jouer là-dedans, déjà pour elles, le proprio motu pour ne pas être plus court, c'est bien sûr ces crises qui vont développer depuis longtemps. Et donc on a une rubrique, comme vous savez, dans le site Cercle, qui est globalement là, et puis par rapport encore une fois à la thématique des catastrophes flandes qui impactent tous acteurs et institutions, l'idée, et c'est pour ça que merci Angela qui je crois est là, et sans doute et Jean-Louis Gardien qui représente aussi Nayaster et la RSE, c'est que la responsabilité sociétale devient aussi une responsabilité sociétale sanitaire des acteurs professionnels de tout l'univers de travail. Et ça va aussi, alors rappelez-vous, parce qu'on l'a fait, je vais dire pas pour les archéos, mais pour ceux qui suivraient nos travaux régulièrement, on a fait régulièrement des points, c'était nos séminaires d'été, là-dessus, sur la responsabilité sociétale intégrée, et donc en parallèle au reporting intégré qui s'impose maintenant à quasiment toute l'activité économique. Là je vous ai cité le Global Reporting Initiative, ou bien l'Integrated International Reporting Council, qui développe des attitudes par rapport à ça, et je dirais que brochant sur le tout, la question des datas et notamment les datas de santé qui traversent tout ça est tout à fait importante. Donc là, c'est de mettre au point ouais. Alors je vais essayer, voilà. Et donc alors toujours sur notre résilience crise, l'acte 1, donc ce qu'on a fait en décembre, c'était la mobilisation, je dirais ce qu'on voulait faire aussi, c'était la mobilisation de la société civile hors entreprise, et là maintenant les actes suivants, c'est les entreprises et les structures professionnelles, parce que c'est clair, alors que ce soit, d'ailleurs pas très clair sur la vaccination et sur la suite, que tout un tas de questions se posent sur les responsabilités et l'action de ce côté-là. Et donc ça l'idée c'est, aujourd'hui on construit entre nous, ces clubs membres, et demain, donc on va voir à quel moment on le refera avec nos partenaires, pour l'instant CNAM, ESSEC & Co, on le fera en rayonnement, et on en a d'autres là-dessus. Alors, presse et actu.